Bonsoir à tous et bienvenue dans cette seconde partie de notre émission Inside News, politique en revue. Si vous avez manqué la première, un rapide rappel. Nous avons exploré les fissures internes et externes qui menacent la cohésion de la RDC, du braquage audacieux à Kinshasa qui expose les faiblesses sécuritaires du pouvoir, à la réunion de Nairobi où Joseph Kabila tente de raviver une opposition fracturée, avec des relents de géopolitique régionale qui opposent l'axe atlantique à l'océan Indien. Ces événements ne sont que le prélude d'une tempête plus vaste. Ce soir, nous reprenons notre fil rouge pour percer les secrets d'un pays sous triple pression, sécuritaire, politique et internationale. Et nous commençons sans attendre par le coup de théâtre qui a fait trembler les chancelleries. La déclaration choc de Félix Tshisekedi à Bruxelles, prononcée le 18 octobre 2025 lors d'un sommet informel avec des leaders européens. Une sortie qui a non seulement stupéfié la communauté internationale, mais qui pourrait bien inverser la donne dans le conflit à l'Est. Plongeons-y sans délai dans le chapitre 3. Bruxelles, la déclaration qui surprend. Le 17 octobre 2025, Félix Tshisekedi participe au sommet Global Gateway à Bruxelles. Ce sommet réunit les dirigeants de l'Union européenne, de l'Union africaine et des représentants du secteur privé. L'objectif, financer des infrastructures en Afrique à hauteur de 150 milliards d'euros d'ici 2027. Le contexte du sommet, le Global Gateway est la réponse européenne aux nouvelles routes de la soie chinoise. Il vise à concurrencer l'influence chinoise en Afrique en proposant des financements transparents, durables et respectueux de la souveraineté des États. Pour la RDC, ce sommet est crucial. Le pays possède 60% des réserves mondiales de cobalt, 30% des réserves de cuivre, des quantités importantes de lithium, de coltan, de terres rares. Ces minerais sont essentiels pour la transition énergétique européenne. Batteries électriques, panneaux solaires, éoliennes. Tshisekedi vient à Bruxelles pour obtenir des financements. Il veut des investissements dans les mines, les raffineries, les infrastructures de transport. Il veut que la RDC devienne un producteur de batteries, pas seulement un exportateur de minerais bruts. Le déroulement de la séquence. Plusieurs dirigeants prennent la parole. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, présente les objectifs du Global Gateway. João Lourenço, président de l'Angola et médiateur dans le conflit RDC-Rwanda, intervient ensuite. Il évoque les progrès accomplis dans les négociations de Luanda. Puis Cyril Ramaphosa, président sud-africain et président en exercice de l'Union africaine, prend la parole. Il déclare « Je sens une ambiance de paix ici. Je vois des signes encourageants. » Après Ramaphosa, Paul Kagame intervient brièvement. Il parle de coopération régionale, de développement économique. Il ne mentionne pas directement le conflit avec la RDC. Vient ensuite le tour de Félix Tshisekedi. La déclaration de Tshisekedi, voici ses mots, tels qu'enregistrés. Nous avions des tensions. Je vous ai proposé de travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés, pour le développement et le bien-être de celles-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda, de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation. Nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président João Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs un hommage particulier pour son implication dans cette crise, et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrir une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. C'est pour ça que je prends à témoin ce forum, et à travers lui, le monde entier, pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23, qui sont soutenues par votre pays, d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Quels sont les éléments factuels contenus dans cette déclaration?
1. Tshisekedi affirme n'avoir jamais tenu de propos belliqueux contre le Rwanda. 2. Il évoque un processus de médiation mené par João Lourenço qui était à 98% accompli. 3. Il accuse Kagame d'avoir boycotté une cérémonie qui aurait finalisé cet accord. 4. Il reconnaît publiquement que le M23 est soutenu par le Rwanda. 5. Il parle de millions de morts depuis le début du conflit. Passons maintenant aux vérifications factuelles. Affirmation numéro 1. Je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse. Cette affirmation est contredite par les déclarations passées de Tshisekedi. En mars 2024, lors d'un meeting à Kinshasa, il a déclaré « Si un seul Congolais meurt à cause de cette agression, je suis capable d'aller déloger Kagame jusqu'à Kigali. » En septembre 2024, devant l'Assemblée générale de l'ONU, il a demandé la reconnaissance d'un génocide congolais, désignant implicitement le Rwanda comme génocidaire. Affirmation numéro 2. Le processus de médiation était à 98% accompli. Tshisekedi fait référence aux négociations de Luanda menées sous médiation angolaise depuis 2022. En juillet 2025, un accord de retrait du M23 devait être signé. Le M23 devait se retirer des positions conquises. L'armée rwandaise devait quitter le territoire congolais. Une force neutre devait s'interposer. Selon plusieurs sources diplomatiques, cet accord a effectivement été négocié jusqu'à un stade très avancé, mais il n'a jamais été signé. Chaque partie accuse l'autre d'avoir posé des conditions de dernière minute. Affirmation numéro 3, Kagame a boycotté une cérémonie. Tshisekedi évoque probablement le sommet prévu en août 2025 à Luanda pour la signature de l'accord. Paul Kagame ne s'y est pas rendu. Kigali a justifié cette absence en affirmant que Kinshasa n'avait pas rempli ses engagements concernant le désarmement des FDLR, Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, rébellion Hutu, réfugiés à l'est du Congo, depuis le génocide rwandais de 1994. Affirmation numéro 4. Le M23 est soutenu par le Rwanda. Cette affirmation est documentée par plusieurs rapports d'experts de l'ONU. Le dernier rapport, publié en juin 2025, confirme la présence de 3 000 à 4 000 soldats rwandais sur le territoire congolais combattant aux côtés du M23. Ce rapport a conduit à l'adoption de la résolution 2773 du Conseil de sécurité, qui condamne la présence et les opérations militaires du Rwanda sur le territoire de la RDC. Affirmation numéro 5, des millions de morts. Les chiffres de mortalité liés aux guerres congolaises sont controversés. Une étude de l'International Rescue Committee, publiée en 2008, estimait à 5,4 millions le nombre de morts en excès, c'est-à-dire au-delà de la mortalité normale entre 1998 et 2007, causée par les guerres et leurs conséquences, famine, épidémie, effondrement du système de santé. Ces chiffres ont été contestés par plusieurs démographes qui estiment la méthodologie fragile. Les estimations les plus prudentes parlent d'1 à 2 millions de morts. Quoi qu'il en soit, nous sommes face à l'un des conflits les plus meurtriers depuis 1945. Voyons maintenant la réaction de Paul Kagame. Kagame ne répond pas oralement lors du sommet, mais quelques heures plus tard, il publie un tweet « Empty barrels make the most noise ». Les tonneaux vides font le plus de bruit. Cette réponse méprisante indique que Kigali ne considère pas Tshisekedi comme un interlocuteur crédible. Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères, est plus explicite. Il déclare « Le responsable numéro 1 de cette crise, c'est le président Tshisekedi. Il refuse de désarmer les FDLR. Il refuse de reconnaître les droits des populations tutsi congolaises. Il multiplie les déclarations incendiaires. Comment négocier avec quelqu'un qui vous accuse de génocide ? Selon plusieurs, cette déclaration de Tshisekedi n'était pas préparée. Elle ne figurait pas dans le discours écrit. Tshisekedi aurait improvisé après avoir entendu Ramaphosa évoquer une ambiance de paix. Si cette information est exacte, cela révèle deux choses.
D'une part, Tshisekedi a saisi une opportunité diplomatique. Il a profité de la présence des dirigeants européens et africains, des médias internationaux, des investisseurs privés pour mettre Kagame au pied du mur publiquement. D'autre part, cette improvisation trahit l'absence de conseils stratégiques solides autour de Tshisekedi. Un président préparé aurait anticipé cette séquence. Il aurait coordonné avec ses alliés, Ramaphosa, Lourenço, pour maximiser l'impact de sa déclaration. Mais les interprétations divergent. Pour certains, Tshisekedi trahit sa faiblesse. Il multiplie les déclarations belliqueuses depuis des mois. Il menace Kagame. Il demande la reconnaissance d'un génocide. Puis, devant la communauté internationale, il tend la main. Cette contradiction affaiblit sa crédibilité. De plus, comment tendre la main à quelqu'un que l'on accuse de génocide? Cette incohérence nourrit le mépris de Kagame. Pour d'autres, Tshisekedi mène une guerre sur plusieurs fronts. Sur le front diplomatique, il accumule les victoires. Résolution 12733 du Conseil de sécurité. Sanctions de l'Union européenne contre l'AFC. Rupture des relations diplomatiques entre la Belgique et le Rwanda. En tendant la main publiquement à Bruxelles, Tshisekedi démontre que Kinshasa ne bloque pas la paix. Il retourne le narratif rwandais qui accuse systématiquement la RDC de saboter les négociations. Il prend à témoin les bailleurs de fonds qui étaient dans la salle, l'Union européenne, les États-Unis, la Chine, les investisseurs privés. Cette posture lui permet également de légitimer une future intervention militaire. Si Kagame refuse la main tendue, Tshisekedi pourra argumenter qu'il a tout tenté pour éviter l'escalade. La communauté internationale ne pourra pas lui reprocher de n'avoir pas cherché la paix. Enfin, plusieurs intervenants soulignent que Paul Kagame poursuit un agenda très clair depuis 30 ans. Sécuriser l'Est congolais, contrôler les minerais stratégiques, installer des populations rwandaises dans les zones frontalières, annexer de facto certains territoires. Cet agenda ne changera pas parce que Tshisekedi tend la main devant des caméras à Bruxelles. Kagame a construit une stratégie patiente, méthodique, sur plusieurs décennies. Il a infiltré les institutions congolaises sous Laurent-Désiré Kabila. Il a contrôlé Joseph Kabila pendant 18 ans. Il a activé le M23 lorsque Tshisekedi a voulu s'affranchir de cette tutelle. Face à cet adversaire, les déclarations publiques de Tshisekedi paraissent dérisoires. Elles révèlent un président qui mélange les espaces et les temps diplomatiques, qui improvise plutôt que de planifier, qui communique davantage qu'il n'agit. Essayons de nous diriger vers le fond du problème. Pourquoi 100 millions de Congolais ne parviennent-ils pas à repousser une rébellion soutenue par un pays de 13 millions d'habitants? Parce que pendant 18 ans, Joseph Kabila a détruit l'armée congolaise que Mobutu avait déjà commencé à démanteler. Tshisekedi a hérité d'une armée qui ne représente plus rien, sans service de renseignement, sans doctrine stratégique. Cette réponse soulève une question plus profonde. Les déclarations diplomatiques de Tshisekedi à Bruxelles peuvent-elles compenser la faiblesse militaire structurelle de la RDC? Mais la déclaration de Bruxelles semble révéler certains faits que nous essayerons de vous présenter. Au-delà des interprétations, retenons ceci. Tshisekedi reconnaît publiquement que le Rwanda soutient le M23. Cette reconnaissance contraste avec l'ambiguïté maintenue pendant des années. Elle aligne officiellement la position de Kinshasa sur celle des rapports d'experts de l'ONU. Secondement, Tshisekedi évoque des négociations qui étaient à 98% abouties. Cela confirme un accord de paix a bel et bien été négocié jusqu'à un stade très avancé avant d'échouer. Les responsabilités de cet échec restent disputées. Et pour finir ce point, Tshisekedi choisit un forum économique pour faire une déclaration politique majeure. Ce choix n'est pas anodin. Il s'adresse autant aux investisseurs qu'aux diplomates. Le message implicite, la paix est nécessaire pour débloquer les investissements du Global Gateway. Le Rwanda, en maintenant le conflit, devient un obstacle au développement régional. Passons au chapitre 4, où nous analyserons les acteurs en présence. Qui sont-ils vraiment? Mettons maintenant les pièces du puzzle ensemble. Qui sont les véritables acteurs de cette crise? Quels sont leurs intérêts, leurs ressources, leurs stratégies?
Commençons par Félix Tshisekedi, le président sous pression. Félix Tshisekedi accède au pouvoir en janvier 2019 dans des conditions controversées. Les résultats officiels lui accordent 38% des voix contre 34% à Martin Fayulu. Mais l'Église catholique congolaise, qui a déployé 40 000 observateurs, affirme que Fayulu a gagné avec plus de 60% des voix. La conférence épiscopale ne publie jamais ces chiffres officiellement, mais des fuites concordantes soutiennent cette version. La communauté internationale, pourtant, valide l'élection de Tshisekedi. Pourquoi? Parce que l'alternative était pire. Martin Fayulu, perçu comme imprévisible et hostile aux intérêts occidentaux, inquiétait les chancelleries. Tshisekedi, fils d'Étienne Tshisekedi, figure historique de l'opposition démocratique, paraissait plus rassurant. Mais Tshisekedi arrive au pouvoir avec une épée de Damoclès. L'alliance FCC-Cash qui lui appose Joseph Kabila comme partenaire de coalition. Le FCC, Front commun pour le Congo de Kabila, contrôle l'Assemblée nationale, le Sénat, la plupart des gouvernorats provinciaux. Tshisekedi n'a que la présidence. Pendant 3 ans, de 2019 à 2021, Tshisekedi gouverne sous tutelle. Chaque décision nécessite l'aval de Kabila. Les nominations stratégiques, armée, renseignement, finances, mines, restent contrôlées par le camp FCC. En 2021, Tshisekedi prend la décision la plus risquée de sa carrière. Il dynamite l'alliance FCC-Cash. Il s'appuie sur une majorité parlementaire alternative construite en débauchant des députés du FCC. Il nomme un nouveau gouvernement sans consulter Kabila. Cette rupture déclenche une série de conséquences. Kabila perd son influence sur l'appareil d'État. Tshisekedi commence à placer ses hommes dans l'armée, les services de sécurité, les entreprises publiques. Mais cette reprise en main reste incomplète. Parallèlement, la rébellion du M23 reprend les armes fin 2021. Coïncidence? Kinshasa ne le croit pas. Pour le gouvernement congolais, la réactivation du M23 est une réponse directe de Kagame et Kabila à la prise d'indépendance de Tshisekedi. Quelles sont donc les actuelles ressources de Tshisekedi? La légitimité présidentielle, même contestée, le soutien de l'opinion publique congolaise, mobilisée par le discours anti-rwandais, l'appui diplomatique de l'Angola, de l'Afrique du Sud, de la France, de la Belgique, les ressources minières du pays qui attirent les investisseurs internationaux, une jeunesse urbaine éduquée qui aspire au changement. Mais nous avons aussi certaines faiblesses en sa possession. Une armée structurellement faible, infiltrée, mal équipée, des services de renseignement quasi inexistants, une administration corrompue héritée des décennies de prédation, l'absence d'un cercle de conseillers stratégiques compétents, une tendance à la communication excessive plutôt qu'à l'action discrète. Quant à Joseph Kabila, l'homme qui refuse de partir, qui est-il? Joseph Kabila est sans doute le personnage le plus énigmatique de cette histoire. Arrivé au pouvoir en 2001 à 29 ans après l'assassinat de son père, il règne pendant 18 ans sur la RDC. Son bilan est contrasté. Il organise les premières élections démocratiques en 2006. Il maintient l'unité territoriale du pays après les guerres de 1996-2003 qui ont fait des millions de morts. Il modernise partiellement Kinshasa, mais il préside également un système de prédation massive des ressources, accumule une fortune personnelle estimée à plusieurs milliards de dollars, laisse l'armée se déliter, tolère la présence rwandaise à l'Est. Une rumeur persistante affirme que Joseph Kabila ne serait pas le fils biologique de Laurent-Désiré Kabila. Plusieurs éléments alimentent cette rumeur. Son accent lorsqu'il parle Swahili ou Lingala sonne rwandais pour beaucoup de Congolais. Ses traits physiques diffèrent sensiblement de ceux de Laurent-Désiré. Il a grandi au Rwanda et en Ouganda, pas au Congo. Moïse Katumbi a publiquement demandé un test ADN. Kabila a refusé, invoquant l'atteinte à sa vie privée. Constitutionnellement, cette question importe. Si Kabila n'est pas congolais de naissance, ses 18 ans de présidence seraient illégitimes. Nous ne trancherons pas cette question ici.
mais elle illustre la méfiance profonde d'une partie de l'opinion congolaise envers Kabila. Ce qui est documenté, c'est que Joseph Kabila arrive au pouvoir en 1997 dans les bagages de l'armée rwandaise. Son père, Laurent Désiré Kabila, renverse Mobutu avec le soutien militaire de Paul Kagame. Le chef d'état-major de l'armée congolaise en 1997 est James Kabarebe, un officier rwandais. Le ministre des Affaires étrangères est Bizima Karaha, également rwandais. En 1998, Laurent Désiré Kabila tente de s'affranchir de la tutelle rwandaise. Il renvoie les conseillers rwandais. Le Rwanda envahit à nouveau le Congo, déclenchant ce qu'on appellera la guerre mondiale africaine 1998-2003, impliquant 9 pays africains. Lorsque Joseph Kabila accède au pouvoir en 2001, il adopte une stratégie différente de son père. Il maintient des relations discrètes mais étroites avec Kigali. Pendant 18 ans, cette coexistence permet au Rwanda d'exploiter les minerais de l'Est congolais tout en offrant à Kabila une stabilité relative de son pouvoir. Cette alliance arrange également les puissances occidentales. Le Rwanda de Kagame est présenté comme un miracle africain, stable, efficace, pro-business. La RDC de Kabila, bien que corrompue, reste gérable. Personne n'a intérêt à remettre en question cet équilibre. Cet équilibre vole en éclats avec l'arrivée de Tshisekedi. Quelles sont donc les actuelles ressources de Kabila? Une fortune personnelle colossale, estimée entre 5 et 15 milliards de dollars selon différentes sources. Le contrôle de vastes domaines agricoles, de mines, de sociétés commerciales. Un réseau de cadres formés et loyaux placés dans l'administration, l'armée, les entreprises publiques. L'appui discret mais réel du Rwanda, de l'Ouganda, potentiellement du Kenya. Une base électorale dans certaines provinces, Katanga, Maniema, une partie du Kivu. Venons à ces faiblesses de Kabila. Une légitimité populaire quasi nulle à Kinshasa et dans l'ouest du pays. Une condamnation à mort qui le force à l'exil. Une image publique désastreuse, accusé de haute trahison, de complicité avec l'agression rwandaise. L'absence de charisme personnel, Kabila est notoirement peu communicatif. La difficulté à mobiliser une base militante enthousiaste. Pour finir, l'emblématique Paul Kagame, souvent cité comme le stratège régional. Paul Kagame est sans conteste le personnage le plus puissant de cette histoire. Arrivé au pouvoir au Rwanda en 1994, après avoir arrêté le génocide des Tutsis, il transforme son pays en l'espace de 30 ans. Ce que nous savons, croissance économique moyenne de 7% par an depuis 2000. Réduction spectaculaire de la pauvreté. Modernisation de Kigali, devenue une des capitales les plus propres d'Afrique. Digitalisation de l'administration. Amélioration des indicateurs de santé et d'éducation. Attraction d'investissements étrangers massifs. Mais ces réussites ont un coût. Le Rwanda reste un régime autoritaire où l'opposition est muselée, les médias contrôlés, les élections verrouillées. Kagame a modifié la constitution pour se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034 au moins. Le Rwanda fait 26 000 km². C'est l'un des pays les plus densément peuplés d'Afrique. 13 millions d'habitants sur un territoire grand comme la Belgique. Il n'a pas de ressources minières significatives. Il dépend de l'agriculture et du tourisme. Cette configuration crée une angoisse stratégique permanente. Le Rwanda ne peut pas nourrir sa population avec son seul territoire. Il ne peut pas financer son développement avec ses seules ressources. La solution, contrôler l'Est congolais. Le Kivu et l'Ituri regorgent de coltan, cassitérite, or, terres rares. Ces minerais, vendus légalement ou illégalement, financent le budget rwandais. Selon plusieurs rapports d'experts de l'ONU, le Rwanda exporte chaque année des quantités de minerais largement supérieures à sa production nationale. D'où viennent ces minerais? De RDC. Mais Kagame poursuit un objectif plus ambitieux que le simple pillage des ressources. Il veut annexer de facto une partie de l'Est congolais. Plusieurs éléments le prouvent. Premièrement,
le Rwanda a installé des administrations civiles dans certaines zones de l'Est congolais contrôlées par le M23. Des fonctionnaires rwandais collectent des taxes, organisent des services publics, délivrent des documents administratifs. Secondement, le Rwanda encourage l'installation de populations rwandaises dans ces zones, officiellement pour fuir la surpopulation du Rwanda, officieusement pour créer des faits accomplis démographiques. Troisièmement, le Rwanda a soutenu successivement plusieurs rébellions congolaises, le RCD 1998-2003, le CNDP 2006-2009, le M23 2012-2013 et depuis 2021. Ces rébellions ont toutes contrôlé les mêmes zones, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, les mêmes zones riches en minerais. Et pour finir, le Rwanda refuse systématiquement tout accord qui impliquerait un retrait complet de l'Est congolais sans garantie sur la sécurité de sa frontière. Ces garanties incluent le désarmement des FDLR, mais aussi la reconnaissance de droits spécifiques pour les populations Tutsi congolaises, la création de zones autonomes, parfois la redéfinition des frontières. Quelles sont donc les actuelles ressources de Kagame? Une armée disciplinée, bien équipée, aguerrie, considérée comme l'une des plus efficaces d'Afrique. Des services de renseignement performants qui opèrent en RDC, Ouganda, Kenya, Burundi, le soutien discret mais constant des États-Unis et du Royaume-Uni qui voient le Rwanda comme un allié stratégique. Le soutien d'Israël, formation militaire, vente d'armes, partage de renseignements. Une diplomatie agressive et efficace qui a su construire une image positive du Rwanda. Le contrôle de réseaux économiques dans toute la région des Grands Lacs. Et ses points faibles, l'isolement diplomatique croissant, la résolution 2773 de l'ONU, les sanctions européennes. Une économie rwandaise fragile, dépendante de l'aide internationale, qui représente 30% du budget. Le vieillissement du régime, Kagame a 67 ans et aucune succession n'est préparée. Les tensions internes au Rwanda, rarement visibles mais réelles. Le risque d'un renversement d'alliance américaine si l'administration américaine changeait de politique africaine. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous voilà au cœur de cette seconde partie de Inside News, Politique en revue, où nous avons disséqué les rouages d'une crise qui ébranle les fondations de la RDC. Du chapitre 3, cette déclaration improvisée de Félix Tshisekedi à Bruxelles, un appel poignant à la paix des braves, tendu à Paul Kagame lors du sommet Global Gateway, sous les yeux ébahis d'Ursula von der Leyen, de João Lourenço et de Cyril Ramaphosa, nous avons vu se déployer une diplomatie à fleur de peau. Vérification factuelle à l'appui, si Tshisekedi exagère sur les millions de morts ou son absence de bellicisme passé, sa reconnaissance publique du soutien rwandais au M23 aligne enfin Kinshasa sur les rapports accablants de l'ONU, comme la résolution 2773 de février 2025 qui condamne sans ambiguïté les opérations militaires rwandaises en sol congolais. La réponse laconique de Kagame, ce tweet fataliste « Empty barrel make the most noise » et les accusations de Kigali sur les FDLR révèlent un dialogue de sourds où une main tendue masque autant une faiblesse stratégique qu'une offensive narrative pour rallier les investisseurs européens, friands de cobalt, mais las des chaînes d'approvisionnement sanglantes. Puis, dans le chapitre 4, nous avons mis des visages sur les ombres. Tshisekedi, ce président sous pression, légitime mais affaibli par une armée héritée en ruine et une coalition fragile. Kabila, l'exilé énigmatique aux milliards occultes, dont les rumeurs sur ses origines rwandaises alimentent une méfiance viscérale et dont l'exil à Nairobi trahit une nostalgie du pouvoir plus qu'une vision d'avenir. Et Kagame, le stratège impitoyable. Architecte d'un Rwanda modèle mais vorace, dont l'agenda expansionniste, minerais pillés, administration installée, rébellions successives, transforme l'Est congolais en un prolongement de facto de Kigali. Ces acteurs ne sont pas des pantins. Leurs ressources, diplomatie pour Tshisekedi, fortune pour Kabila, armée d'élite pour Kagame, et leurs faiblesses, corruption, isolement, vieillissement. Kiss une toile où la RDC paie le prix d'une histoire de tutelle et de prédation.
Ces deux chapitres cristallisent la triple pression qui asphyxie la RDC. Sécuritaire, avec une capitale vulnérable et un Est en feu. Politique, fracturée par des rivaux qui recyclent les mêmes intrigues. Internationale, où les minerais attirent les appétits, mais où la paix reste un leurre face à des agendas régionaux impénétrables. Au fond, comme l'évoque ce post récent sur X, est-ce une main tendue ou une comédie politique qui se joue à Bruxelles? Une chose est sûre, sans une réforme profonde de l'armée et une diplomatie cohérente, les mots de Tshisekedi risquent de se perdre dans le bruit des armes. Mais notre enquête ne s'achève pas ici. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons les 5 chapitres finaux. Des ramifications économiques du corridor de Lobito aux stratégies militaires souterraines, en passant par les rôles occultes des puissances mondiales et les scénarios pour 2028. Qui tirera les ficelles de l'élection à venir? La balkanisation est-elle inévitable? Restez connectés, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater de cette plongée décisive dans l'avenir du Congo. Merci d'avoir suivi cette seconde partie. À très bientôt pour la conclusion explosive. Bonsoir. Cette vidéo vous a plu? Vous pensez qu'elle vous a apporté quelque chose d'utile? Alors, montrez votre soutien. Abonnez-vous dès maintenant à Inside News. Activez la cloche pour suivre des prochaines vidéos et partagez celles qui méritent d'être vues. Restez connectés. L'information continue ici sur Inside News.